Hey toi, tu n'appartiens pas à ce monde-là. Te voilà sur Une vie rien d'autre, le podcast que Sartre aurait bien aimé écouter, lui qui disait tu n'es rien d'autre que ta vie. Toute ma vie, ce ne sont que des choix. Et c'est pour ça que je dis que tu as d'abord un choix personnel, un choix égoïste à faire. Et c'est justement en faisant ce choix égoïste et personnel, mais en pensant au plus profond de toi-même, par rapport à tes valeurs, que tu peux avoir un impact. Ce qui importe au fond, c'est de ne pas se déshumaniser. La voix que tu viens d'entendre, c'est Norman, le fondateur d'Imi Vintage, ta friperie solidaire en ligne. Moi, je suis Dunia, et ce podcast est le fruit de nos longues discussions à refaire le monde. Ce monde qu'on aime et qui est malheureusement trop pris dans un système qu'on aimerait renverser, mais qui est bien trop ancré, car on le voit partout. Il dénature, il déshumanise. Alors on s'est dit qu'on pourrait interroger des personnes comme toi et moi, nos familles, nos amis, je sais pas, tout le monde, pour parler de l'essentiel pour nous, ce qui anime nos vies, ce qui dirige nos choix. En clair, ne plus se cacher, ne plus se taire. Allez, c'est parti. Je voulais parler de la notion de simplicité qui est très centrale chez Imi Vintage. Donc j'ai commencé à faire des petites recherches et en fait au final je me suis retrouvée avec un tas d'articles et de concepts à définir alors que c'était pour comprendre quelque chose d'apparemment simple. Donc c'est vraiment le comble du paradoxe. Alors entre simplicité, minimalisme, décroissance, sobriété heureuse, la simplicité volontaire, l'essentiel, bon j'en suis venue à la conclusion que tous ces mots révélaient peut-être chez nous en fait une volonté profonde de renouer un lien, peut-être avec la nature, avec nos proches, avec l'univers, avec nous-mêmes ou même tout ça à la fois. C'est vrai que la vie en société peut être très complexe. On se laisse submerger, on perd de vue l'essentiel. Et puis le temps aussi, le temps qui s'accélère, on finit par passer à côté de ce qui nous épanouit, on devient stressé, débordé, on n'a jamais le temps. Et face à tout ça, la simplicité serait alors comme un luxe, le luxe suprême. D'ailleurs, Léonard de Vinci disait « La simplicité est la sophistication suprême ». C'est souvent difficile à atteindre et pourtant c'est tellement nécessaire. La simplicité comme quête d'apaisement serait alors une ouverture sur le monde. Apaisement, simplicité, modestie, connaissance et partage. Autant de mots qui me font penser à une personne en particulier, ma chère amie Safa, dont l'élégance et la bienveillance naturelle ne cessent d'émerveiller ma vie. Safa a 24 ans. Elle vient de finir des études en alternance, amélioration continue et gestion de projets. Et en parallèle, des projets, elle en a plein. C'est une auto-entrepreneuse dans l'âme. Elle est cofondatrice de l'organisation Kawa, qui rassemble des femmes de tout horizon autour d'activités comme le sport. Créative et engagée, elle est présente sur Instagram et sur sa chaîne YouTube Safa et toi, où elle nous partage ses réflexions pour une vie plus consciente. Safa a lancé son podcast Ose être toi, où l'on découvre le parcours de femmes qui ont osé s'affirmer et trouver leur place dans la société. Ces projets ont un même but, réfléchir ensemble pour s'inspirer et s'entraider. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à son essentiel, à ce qui anime son âme. Et du coup, je pense que je me suis vraiment révélée, je me suis vraiment découverte quand j'ai décidé d'assumer en fait cette part de spiritualité qui était en moi et que j'ai décidé de me présenter au monde avec le voile. Bonjour Safa et bienvenue à toi. Merci, ça me fait hyper plaisir de participer à ton podcast et merci de m'avoir invitée. Je voulais commencer avec la notion de slow life. En fait, c'est un art de vivre qui mise sur la qualité avant la quantité, donc c'est vivre au rythme des ressources de la planète, une réappropriation de son temps, et en fait, littéralement, slow life, ça veut dire la vie au ralenti. Donc slow en français veut dire lent. Et tu sais très bien que la lenteur est quelque chose qui est mal vu dans notre société, c'est souvent péjoratif, ça suscite des moqueries. Et je voulais savoir, voilà, toi Safa, quelle est ta vision de la lenteur? En fait, que penses-tu de ralentir en fait un peu le rythme dans sa vie? Est-ce que ça te parle? En tout cas, déjà, les sujets que tu abordes, c'est des sujets qui me parlent personnellement et que j'aime beaucoup déjà aborder sur mes réseaux sociaux, etc. C'est vrai que j'aime bien prôner le mode de vie, le slow life, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très vite oublié. On vit dans une société où le rythme est effréné, où nos journées sont rythmées par le travail, se réveiller, aller au travail, rentrer. Et c'est vrai que ça va très très vite. Et en général, quand on parle de lenteur, on parle de manque de productivité, de manque de motivation. Et moi, je ne perçois pas du tout la chose de cette manière. Pour moi, le soleil, c'est prendre le temps pour les bonnes choses et pour les vraies choses. Et quelles seraient pour toi donc, les bonnes choses, les vraies choses? Genre, tu mets quoi comme mot derrière? Par exemple, je pense aux instants que je m'octroie personnellement, mais des instants privilégiés. Par exemple, prendre mon petit-déj, prendre un café le matin.
J'aime bien prendre mon temps, j'aime bien quand il y avait du soleil. Bon, là, on est en hiver, mais quand il y avait du soleil, j'aimais bien aller sur ma terrasse et prendre mon café au soleil et savourer en fait cet instant. Savourer le moment, ouais. Et écrire quelques lignes à propos de cet instant en disant, voilà, je prends mon café au soleil. Et vraiment prendre mon temps sur ça. Aussi prendre mon temps le soir, quand je dois me poser, quand je dois faire les choses, réfléchir. Et je pense que c'est important parce qu'on est trop vite... la spirale de la vie quotidienne et je pense que savoir prendre le temps c'est important. Et c'est vrai ça parce que j'ai vu un petit peu dans les articles quand j'ai tapé slow life sur internet, c'est un concept qui est très suivi par les gens par exemple qui font un burn-out, qui vivaient une vie vraiment où ils avaient pas le temps pour eux quoi et en fait ils découvraient le slow life, ils étaient en mode bah oui en fait je peux prendre le temps pour ma famille, pour moi, pour me poser. Même par exemple la paresse c'est super mal vu, on est toujours dans un truc d'optimiser son temps tout le temps. C'est ça. Mais moi-même j'ai été exactement comme ça un moment dans ma vie où je voulais absolument optimiser chaque minute, chaque heure de ma vie. Donc j'ai essayé de me lancer dans des calendriers, dans des checklists, dans des machins. Mais au final ça marchait pas. Ça marchait pas parce que je me sentais vite bridée, je me sentais vite dans la contrainte. Et pour moi, c'est pas ça la vie en fait. C'est pas ça. C'est pas grave si on a besoin de se reposer. Et je pense qu'il faut dédramatiser et surtout déculpabiliser sur le fait de se reposer. Et c'est vrai que comme t'as dit, c'est hyper mal vu dans la société de dire bah aujourd'hui je fais rien, je me repose, je prends du temps pour moi. Enfin ça marque que les gens, ils perçoivent ça comme étant, comme tu as dit, de la paresse, du manque de motivation, alors que quelquefois, c'est juste que tu en as besoin. Et par exemple, on le voit très bien avec le premier confinement, je sais pas si tu as remarqué, mais on était tous dans la course à la motivation, à la productivité. Il y a eu un moment comme ça, sur Instagram, les réseaux sociaux. Et on partageait nos plannings, et on va faire ça, on va faire du sport à 8h du matin. Et moi-même, j'étais comme ça au début, et après, je me suis dit, mais stop, en fait, déjà, on vit dans une pandémie, dans une épidémie, et je pense qu'il y a des personnes qui ont pas la disponibilité émotionnelle nécessaire pour être productif, et c'est pas grave, et ça arrive, et c'est ok, et il faut juste prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de vivre au rythme qu'on souhaite. S'il y a des personnes qui aiment bien la productivité, qui aiment bien être toujours actives, ok, mais je pense qu'il faut pas faire culpabiliser les personnes qui aiment bien vivre leur vie à un rythme un peu plus lent. Oui, parce que je me souviens une fois, tu me disais par exemple au collège, tout le monde te disait oh là là, Safa, t'es trop lente. C'était des trucs qui revenaient alors que bah non, en fait toi tu faisais ta vie, c'était ton rythme, tu l'acceptais. Et c'est là qu'on voit que le principal aspect du slow life, qui est de prendre le temps, de ralentir le temps dans sa vie, c'est vraiment aller à l'encontre du rythme accepté par la société, car c'est une alternative à son rythme effréné. Et en fait, le slow life, ça regroupe le slow food, le slow travel, donc ça c'est l'éco-voyage, il y a aussi la slow fashion, il y a le slow sex, ça c'est en fait le fait de prendre son temps pour mieux se connaître et connaître son partenaire, mais qui est au final quelque chose qui peut être vite oublié dans une société hyper sexualisée. Et enfin, il y a le slow home, donc ça c'est clairement un dérivé du minimalisme. Donc avant d'en parler, je vais quand même définir clairement. En fait, c'est avant tout un art de vivre japonais. Donc, c'est une philosophie qui consiste en fait aussi donc à vivre avec le moins de choses possible parce qu'on n'a pas vraiment besoin de grand chose pour être heureux. Ça, c'est l'idée. Et en gros, c'est aussi l'idée que déposséder nous permet d'être libre du superficiel, du matériel, etc. Et donc de revenir à l'essentiel. Et je trouvais que c'était intéressant parce que ça se rapproche un peu du slow life, prendre le temps pour soi et les autres, etc. Parce que, comme tu disais, c'est un peu les essentiels. Et je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a attiré dans le minimalisme? Mais en fait, à la base, ça a été imposé un peu. Parce que moi, il faut savoir que je suis issue d'une famille nombreuse. Et donc, on vivait tous dans le même appartement. Et donc, on pouvait pas se permettre d'avoir des milliers de vêtements. Enfin, il fallait vraiment se contenter de l'essentiel, en fait. Se contenter de ce qu'on a. Pas parce qu'on manquait de moyens, mais surtout parce qu'on manquait de place. Et c'était plus facile à organiser, surtout avec ma fratrie. On est beaucoup, on est 5 en tout. Et donc, c'était plus facile pour mes parents d'organiser le foyer comme ça. Donc, ça s'est un peu imposé à moi. Et après, moi, je me suis très vite retrouvée dans tout ce qui est le minimalisme. Parce que c'est un mode de vie qui me correspond. Et je me suis beaucoup renseignée sur le sujet. J'ai lu plusieurs ouvrages de Dominique Leroux. Et c'est les premiers livres que j'ai vraiment lus et que j'ai vraiment aimés. Et en fait, ça traite de minimalisme, de simplicité. D'ailleurs, un des livres, il s'appelle L'art de la simplicité, que j'ai beaucoup aimé. De Dominique Leroux. Oui, et qui m'a vraiment beaucoup inspirée. Et je me suis dit que c'est exactement ce que je voulais mettre en place dans ma vie, que ce soit au niveau de la décoration, au niveau de ma consommation, parce que déjà, ça me simplifiait la vie.
Genre, à la base, c'est vraiment une question de simplification du quotidien. Parce que pour moi, avoir une déco très simple, très minimaliste, ça me permettait de gagner du temps pour le ménage, tu vois. Au moins, j'avais pas plein de choses à déplacer, plein de machins, plein de bibelots. Au moins, c'est clair, j'ai pas beaucoup de choses à faire. Simple, c'est voilà. Je fais mon ménage de manière hyper simple, c'est hyper rapide, hyper efficace. Et c'est là où je trouve que ça correspond très bien avec la notion de slow living. Parce que puisque je gagne du temps avec le minimalisme, je peux l'injecter dans autre chose qui me tient plus à cœur et passer plus de temps dans autre chose. Dans l'essentiel, en fait. Exactement. À ça. Et je trouve que le minimalisme va de pair avec la productivité. Nous, on pense que la productivité, c'est toujours, à fond, etc. Mais pas du tout. Quelquefois, juste prendre son temps, vivre dans un environnement clair et éclairé, ça permet d'être productif à 100%. Et je sais que moi, dans ma vie, consommer de manière minimaliste, ça me simplifie au quotidien et ça me rend beaucoup plus productive. Alors, je voulais revenir justement parce que j'ai vu sur une de tes vidéos YouTube, parce que tu fais donc des vidéos YouTube sur la chaîne Safa et toi que je mettrai en référence pour cette vidéo-là. Donc, c'est une vidéo où tu parles des livres qui t'ont marqué et justement, tu parlais de L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Et à un moment, ça m'a fait rire parce que tu dis, en fait, elle a pas inventé la roue. Genre, c'est des conseils, basiques, quoi. Et ça me faisait penser, j'avais vu une citation de Bergson, que en fait, philosopher, c'est un acte simple. Et il dit ça, quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire. Et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Et j'ai trouvé que cette citation était magnifique, parce que comme Dominique Leroux, quand tu faisais des petits extraits de ce qu'elle explique dans son livre, oui, en fait, c'est limite, c'est évident. Pourquoi on est comme ça, compliqué? En fait, il y a des choses, c'est simple. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ce que je me suis dit quand je lisais son livre. En fait, ce livre, il m'a grave permis de me remettre les pendules à l'heure. Parce que c'était des concepts déjà que je connaissais, qui étaient évidents, comme tu as dit, mais que j'appliquais pas forcément dans ma vie parce que c'est pas forcément les modèles qu'on voit au quotidien. C'est ça, on les a pas autour de nous, c'est pas dans la publicité. Je trouve que ce livre, il fait des piqûres de rappel et c'est important de se rappeler. Tu disais que tu lisais de temps en temps pour te refaire des petits... Même tu faisais aussi un exemple avec le cosmétique, tu disais ma peau, elle a pas besoin de 3000 produits en fait. C'est vraiment, je veux au plus simple quoi. Exactement, mais après, ça, c'est un concept que ma mère m'avait appris depuis toujours. Elle m'a toujours dit que ta peau, elle a besoin de rester libre, de respirer, etc. Et que j'ai pas besoin de mettre plein de produits. Parce que c'est vrai que quand on est au collège, on voit plein de produits. On va avoir tous les produits différents. On va avoir du make-up. Même ça rend accro, les magasins comme Sephora et tout. Tu rentres, c'est joli, tout. Les packaging, ils sont mignons. Il y a des petits packaging avec des petites fleurs, des petits papillons. Et t'as vraiment envie de posséder ça. Mais en réalité, ma mère, elle m'a très vite mis les pendules à l'heure et elle m'a dit, mais en vérité, ça sert à rien. Tu peux te contenter d'une petite huile, d'un petit de gel d'aloe vera et ta peau va très bien vivre sa vie. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. Après, quand j'ai besoin d'un traitement spécifique, je me dirige spécifiquement vers cette chose-là. Mais je me dis que j'ai pas forcément besoin de tous ces cosmétiques pour avoir une peau... Mais c'est intéressant parce que du coup, en fait, cet état d'esprit de simplicité était quand même beaucoup venu aussi de ton éducation, en fait, au final. C'est pour ça que moi, vraiment, quand j'ai pensé à ce sujet, je me suis dit, c'est sûr, c'est Safa que je dois interroger parce que je sais que ça te représente beaucoup. Dans la revue Études sur Kern, j'ai trouvé dans l'introduction une définition du mot simplicité qui, à mon sens, mérite d'être cité. Alors les savants nous apprennent que le mot vient d'une racine indo-européenne qui signifie plier une fois pas deux. C'est l'unique pli que fait l'intériorité de l'âme sur la surface bruyante des choses du monde, l'unique pli que fait la spontanéité sur les conformismes et l'esprit d'enfance sur l'esprit de sérieux. Donc toujours sur la simplicité, elle ne peut devenir une vertu intellectuelle, morale et spirituelle que dans la mesure où elle s'allie à d'autres forces de l'esprit qu'elle oriente alors vers l'essentiel. Alliée à l'intelligence, la simplicité devient un art de dégager d'une réalité problématique des idées claires et compréhensibles par tous. Dans la même revue, à un moment, il y a un passage écrit par la philosophe Marguerite Léna, et elle écrit cette phrase que je trouve incroyable. « Les idées vraiment simples sont l'apanage du génie et une âme vraiment simple est le privilège du saint. » Et là, j'ai commencé donc à creuser ce rapport entre simplicité, spiritualité, et je tombe sur un article du média suisse Le Temps, qui est écrit par Jonas Pulver. Il écrit sur les minimalistes japonais, et il finit son article avec cette phrase « Tous prônent une étrange libération, une respiration spirituelle, presque une révélation religieuse. » Et je voulais savoir, Safa, toi, déjà, est-ce que tu avais déjà fait ce lien
entre donc la notion de simplicité, comme tu l'as vécu dans ton éducation, dans ton mode de vie, etc., ou dans le développement personnel, et la notion de spiritualité. Est-ce que tu voyais un lien ou pas du tout? Oui, moi je fais très vite, enfin moi j'ai fait le lien directement entre simplicité et spiritualité, parce que déjà il faut savoir que moi je suis de confession musulmane, et dans la religion, enfin dans l'islam, la notion d'anti-gaspillage, de simplicité, de modestie, elle est hyper présente et hyper importante, et c'est vrai que ça va de pair. On a plein de récits de prophètes, etc., qui vivaient de manière très modeste, parce qu'ils se contentaient vraiment de l'essentiel. Et c'est vrai qu'il y a un lien avec ma spiritualité, ça c'est sûr et certain. Donc on va dire, en vrai, les différentes choses qui t'ont fait, on va dire, qui t'ont façonné dans ce mode de vie-là, c'est à la fois l'éducation, à la fois donc la religion, donc ta spiritualité, et aussi un peu donc le développement personnel, que tu as commencé à lire des livres. Et c'est justement super intéressant parce que tu m'avais fait lire un livre de Sofiane Medziani, un enseignant de lettres modernes dans le secondaire à Lille. Il est aussi professeur d'éthique musulmane au collège privé à Lille et il est aussi écrivain. Il a écrit des livres qui ont l'air super intéressants, je les ai pas tous lus, mais j'ai lu Le souffle de l'esprit. Donc ça c'est un livre que tu connais bien parce que c'est toi qui me l'as prêté. Et il y avait donc un passage dont tu parles dans ta vidéo qui t'a beaucoup marqué sur le développement personnel, parce qu'il faut savoir, juste en résumé, que donc Sofiane Medziani, dans son livre, au début, donc il nous parle en gros de la modernité, de la post-modernité, donc c'est son point de vue à lui, il nous fait une critique de ça, ses réflexions, etc. Il parle ensuite de l'islam, et après la deuxième partie, c'est tout ce qui est se reconnecter à l'essentiel. C'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Et donc, il y a une petite il y a un passage, un extrait qui est consacré au développement personnel. Et déjà, je voulais savoir en quoi ce livre a été une révélation pour toi. Parce que moi, à la base, j'aime beaucoup les sujets de développement personnel. Mais c'est vrai que plus j'en lisais, et plus moi-même je culpabilisais, parce que j'arrivais pas à mettre en application tout ce que me disait le livre, en fait. Et j'arrivais pas à prendre le recul nécessaire. C'était encore plus de choses à faire, en fait. Exactement. Et c'était contraire, en fait, à ce que je voulais. Moi, je voulais juste simplifier ma vie, mieux me comprendre, mieux me retrouver. Et plus je lisais des livres, et moins j'étais dans cette optique, en fait. J'étais vraiment dans la course à la productivité, à la motivation, à la positivité toxique. Et c'est vraiment pas ce que je voulais. Et c'est vrai que je me suis de plus en plus détachée des livres de développement personnel pour me consacrer à mon développement personnel moi-même, mais réel, en fonction de mes besoins, en fonction de moi-même. Et donc j'ai découvert ce livre. Et toute la partie où il parle de développement personnel, c'était une révélation pour moi, parce que c'était exactement ce que je pensais, mais j'arrivais pas à mettre des mots sur ça. C'est ça. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais waouh, c'est exactement ce que je pense. Et c'est vrai que ce qu'il dit, c'est hyper pertinent et ça a résonné en moi, en fait. Alors, j'ai pris la citation, comme ça, je vais pouvoir la lire mot pour mot, et comme ça, vous allez bien pouvoir comprendre donc de quoi on parle. Parce que déjà, même avant de lire ce livre, j'ai pas retrouvé la vidéo, mais j'étais tombée sur une vidéo sur YouTube d'un mec qui explique en anglais, c'est un anglais. Il dit que, voilà, pendant un moment dans sa vie, il a commencé à s'intéresser pareil, en fait, comme toi, au développement personnel. Sauf que du coup, ça l'a mis dans une spirale. Il faisait que de regarder des vidéos, lire des livres, à chaque fois un nouveau livre, à chaque fois. Et à la fin, dans la vidéo, il se dit, mais en fait, c'était trop addictif, quoi, j'en pouvais plus. Alors qu'en fait, les choses qui m'ont fait le plus de bien, oui, c'est faire du sport et mieux manger. Mais ça, c'est pas, voilà, on n'a pas inventé la roue, on en revient toujours au même truc, quoi. Et donc, Sofiane Medziani, dans ce petit passage, en vrai, il y a plein de choses que j'aimerais trop citer, mais voilà, on va faire le passage le plus important. Et donc, il parle en gros, donc déjà, il met en contexte, oui, voilà, bien sûr, quand l'environnement se montre instable, imprévisible, le déclin économique des sociétés néolibérales, la crise financière de 2008, forcément, quand autour de toi ça va mal, tu te recueilles dans ton fort intérieur, tu veux développer ton fort intérieur, réinventer ta vie, etc. Et donc, il nous dit, bah, c'est pas une coïncidence qu'à ce moment-là, l'idéologie du développement personnel, c'est devenu incroyable, quoi, parce qu'en fait, ils ont su saisir cette opportunité-là dans ce marché pour en faire un marché très très rentable économiquement. Et donc, il dit, c'est devenu, disons-le clairement, une véritable source de profit. Depuis, on assiste à une recrudescence de séminaires de formation, d'ateliers de coaching à des prix assez coûteux qui promettent des lendemains qui chantent, pourvu que l'on sache tourner son attention vers son intériorité. Tout ira pour le mieux si l'on croit en soi et que l'on se focalise sur son paysage intérieur.
Après, il fait des petites comparaisons que, enfin, j'ai trouvé assez drôle parce que comment il écrit, c'est un peu piquant, quoi. Ouais. Les exorcistes ont laissé place à des coachs, souvent imbus d'eux-mêmes, qui vendent à coups de discours emballés de nouvelles formes de réalisation intérieure. Bon, là, il continue. Et après, il dit donc, comme le mec dans la vidéo, là, qui dit donc des mécanismes de dépendance individuelle et affective vis-à-vis des techniques du développement personnel, et en fait, qui permettent une offre éditoriale beaucoup plus rentable. Donc, en fait, on rentre dans la consommation, en fait, de ça, quoi. Et on devient accro. C'est ça. C'est ça, en fait, comme tu as dit, et comme il a dit, c'est exactement ça, c'est une idéologie. Et moi, ma religion, ça reste quand même l'islam, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, plus je lisais et plus je me disais, mais en réalité, enfin, c'était déjà dans les livres sacrés, dans les textes sacrés. C'était déjà dans mon éducation, voilà, en fait. Exactement. Et au final, il faut juste que je me rattache à l'essentiel pour moi. Hein. C'est mon essentiel. Bien sûr. Tout ce qui est texte spirituel, etc. Et donc, bah, au fur et à mesure, je me suis détachée de ces livres-là. Après, bien sûr, il y en a que j'aime beaucoup. Je pense par exemple aux 4 accords Toltec, que je trouve hyper pertinent, hyper intéressant. C'est quoi comme livre, ça? C'est un livre qui parle des 4 accords, enfin c'est des accords Toltec, tu vois. Et en fait, bah je crois que je vais te le sortir. En fait, il y a 4 accords. Il y a le premier accord qui est que votre parole soit impeccable. Donc en gros, tout ce que tu dis doit être sensé et doit être impeccable. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Par exemple, si tu reçois une critique, bah savoir se détacher de cette critique pour pas en faire une affaire personnelle et se rendre malade. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Par exemple, si tu m'envoies un message enfin, je sais pas. Je me fais des films, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est vrai qu'on peut se torturer l'esprit en se faisant des films, hein, c'est incroyable. C'est ça, exactement ça. Enfin, poser directement la question à une personne au lieu de s'imaginer plein de choses, s'imaginer des catastrophes. Je vais prendre un exemple tout bête, mais imagine que ton mari rentre 2 heures plus tard, au lieu de faire des suppositions, d'imaginer des catastrophes, bah pose-lui directement la question. Oui, bah oui. Tu dis pourquoi, enfin t'es rentré Simplement, tard, je me suis inquiétée. Oui. Comme ça t'as ta réponse et tu fais pas plein de suppositions et tu t'imagines pas n'importe quoi. Et le 4e accord, c'est faites toujours de votre mieux. Tu fais l'essentiel, tu fais ton maximum et tu vois où ça peut te mener. Et voilà, et j'ai trouvé ces 4 accords encore une fois. Enfin, c'est des enseignements classiques, on va dire. Mais c'est important de se les remettre. Mais en fait, c'est ça le plus fou, en fait, avec ces notions de simplicité, etc. C'est que, en fait, de base, c'est des idées simples, quoi, un peu évidentes. Mais en fait, on est trop complexe, on se complique trop la vie et tout. Donc, on a besoin d'y revenir. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et ce chemin pour y revenir, lui aussi, il est compliqué parce qu'il faut se détacher de tout, se dégager l'esprit, tu vois. Je trouve que c'est vraiment un paradoxe incroyable. Après, c'est pas tant l'arrivée qui compte, c'est plus ton cheminement, ton développement, tes améliorations au quotidien. Après, c'est vrai qu'on a chacun notre définition de la simplicité. Ah bah oui. Ce qui est simple pour moi n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, et la notion de simplicité pour quelqu'un d'autre n'est pas forcément pour moi. Donc c'est vraiment une notion qui est très subjective. On n'a pas tous la même définition, et c'est important de le comprendre et de le savoir. Pour revenir à ce lien entre la simplicité et la spiritualité, parce que oui, même dans la spiritualité, c'est très vaste, donc tout le monde ne fera pas le même lien, tout le monde ne va pas le comprendre de la même manière. Moi, j'ai bien aimé quand même une citation qui m'a particulièrement beaucoup parlé. « Lorsque la conscience respire le souffle divin, elle perçoit les choses avec profondeur, mais quand elle porte la marque de l'ego, elle voit les choses avec superficialité. » Donc, respire le souffle divin, ça, en vrai, on peut tous le comprendre. On n'est pas obligé de penser à divin Dieu. On peut penser à l'univers, à quelque chose de supérieur. C'est vraiment pour vous donner l'idée. Moi, j'ai l'impression que notre ego, il nous fait voir les choses soit déjà de manière biaisée, trop complexe, ou des fois, carrément, on s'invente un personnage social, quoi. C'est ça. Et alors qu'en fait, donc voilà, on voit les choses avec superficialité, alors que c'est pas ça l'essentiel. Et en fait, il faut se détacher de cet ego. Et j'avais une prof au Mexique en cours de cinéma. Elle nous disait tout le temps, il n'y avait pas un cours où elle nous disait, genre, en gros, en français, ça donne, genre, quittez votre ego. Mais genre, vraiment, quittez-le. Genre, c'est vraiment l'image de tu le quittes, quoi. Tu fais une rupture avec lui. Genre, elle disait toujours, quittez cet ego. Parce que, en fait, ça, si vous êtes là, vous n'arrivez pas à montrer vos émotions. Vous n'arrivez pas à montrer qui vous êtes. Vous êtes là avec votre ego, vous osez pas, vous avez peur et tout, vous voulez trop montrer une image qui vous ressemble pas, genre, elle nous le disait vraiment en mode ironiquement, quoi, elle se foutait un peu de notre gueule, quoi, genre, mais quittez votre ego, genre, vous avez pas besoin de ça, quoi. Et en fait, c'est vrai,
Et pareil, plus j'essaie de réfléchir à des questions comme ça, plus ça me revient en tête. Donc voilà, je voulais partager. Mais c'est vrai que je suis d'accord, mais c'est difficile parce que si on se montre vulnérable, ce qui est une force à mon sens, ce qui est hyper important parce que ça montre vraiment ta réalité et ça montre vraiment ton humanité, tes émotions. Et se montrer vulnérable, en fait, pour beaucoup, c'est se montrer fragile. Et se montrer fragile, c'est être à la merci de n'importe qui. Et c'est ça qui fait peur, en fait. C'est de se dire que si je me montre vulnérable, si je me montre réellement comme je suis, est-ce que les gens ne vont pas profiter de moi? C'est ça. Est-ce qu'ils ne vont pas abuser de ma personne et de ma vulnérabilité? Et c'est ça qui freine beaucoup de personnes et qui les laisse avoir un ego trop présent, en fait. Trop présent. Et au final, on est aveuglé par cet ego. C'est vraiment dommage. Donc tout ça, c'est des longs cheminements, c'est des longs chemins de vie. Chacun va prendre le temps. Voilà, chacun aura sa révélation à un moment. En plus, c'est pas des choses actées, hein, ça peut évoluer. C'est ça. Et je voulais quand même finir sur le rapport de simplicité-spiritualité en disant que vraiment, on n'a pas le temps de développer parce qu'on pourrait en parler pendant des jours. Mais voilà, il y a beaucoup de courants, il y a beaucoup de philosophes. Même, on oublie, hein, parce que c'est des trucs qu'on a étudiés au lycée. Mais par exemple, la tradition occidentale avec Épicure, Diogène, Socrate, Sénèque, les temps modernes avec Rousseau, dans la chrétienté, le bouddhisme, le taoïsme. Enfin, il y a vraiment beaucoup de références, donc on peut vraiment trouver le philosophe qui résonne le plus en nous. On n'est pas obligé de tous lire Sofiane Medjani ou Dominique Leroux, hein. Je sais pas des obligations, mais voilà, c'est des pistes, on va dire, de réflexion. Et donc vraiment merci d'avoir partagé en tout cas cet aspect-là qui est assez personnel, hein, que ce soit l'éducation ou la spiritualité, pour qu'on comprenne un peu mieux ton idée de la simplicité, de la vie un peu plus slow life, quoi, plus tranquille. Et je voulais parler aussi donc de ton travail aussi, que ton Instagram, YouTube, qui sera tout en référence, que vous pourrez découvrir par vous-même. Pour moi, en fait, quand je vois ce que tu fais, que ce soit avec l'association Kawa qui organise des événements pour les femmes, tu essaies de défendre des valeurs simples, comme la bienveillance, l'entraide, la solidarité entre femmes, mais ça a l'air super compliqué, alors que c'est des valeurs simples. J'aimerais bien avoir ton ressenti sur ça, sur ce long parcours que tu essaies de parcourir. C'est vrai que c'est des valeurs qui, pour moi, sont essentielles et sont importantes. Tout ce qui est sororité, loyauté, bienveillance, entraide, c'est vraiment des valeurs qui, on va dire, qui bercent ma vie et qui sont pour moi hyper importantes. Et c'est pour ça que j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux, j'en parle souvent sur YouTube. Mais c'est vrai que c'est des notions qui sont complexes parce que dans la société, c'est une société qui est individualiste, qu'on se le dise. Clairement. On vit dans une société où la compétition est mise en avant. On est toujours en compétition. Entre les femmes, en plus. Et surtout entre les femmes, parce qu'il y a un passif historique qui fait que les femmes sont en compétition malgré elles. Enfin, et ça, c'est dommage. Et moi, j'aimerais prouver que finalement, on peut être solidaire entre nous, qu'on peut s'entraider, qu'on peut s'aimer. Et justement, en étant solidaire, on peut aller beaucoup plus loin qu'en étant individualiste. Et c'est exactement ce que je veux montrer à travers mes réseaux sociaux. Après, pour l'instant, j'ai une petite communauté, mais ma communauté, elle est vraiment hyper qualitative parce qu'il y a vraiment des femmes qui sont merveilleuses, en fait. Elles m'envoient des messages d'entraide, de bienveillance, elles me motivent. Et moi aussi, en même temps, je les motive, je les aide, etc. Et ça crée une sorte d'écosystème qui est hyper bienveillant. Et c'est ce que je veux développer encore plus. Mais c'est vrai que quand je suis sur mes réseaux sociaux, je me mets un peu dans une bulle et j'ai l'impression que puisque sur mes réseaux sociaux, il y a cette bienveillance, j'ai l'impression que dans le monde, tout le monde est bienveillant, mais c'est pas forcément la réalité. Non, ouais. Et c'est vrai que quelquefois, je me prends des claques dans ma vie en voyant que quand je me détache un peu de ma bulle, que c'est plus difficile que ce que je pensais. Ouais. Mais après, moi, je suis quand même une personne optimiste et je pense que on peut faire évoluer les choses petit à petit. Non, mais c'est vrai que déjà, même, tu vois, à ton échelle, là, je pense vraiment à l'association de Kawa, parce que quand on parlait, j'avais les images, donc, de vous, ces femmes qui se réunissent, qui font de l'escalade, qui font des randonnées. Non, ça me donne des frissons, c'est vraiment, voilà, c'est à travers le sport. En plus, le sport, ça crée ce genre de sentiment d'entraide, de solidarité. Et je trouve que c'est beau, quoi, de mettre en place ce genre de projet, d'inciter les femmes à y participer. Et en plus, c'est souvent des femmes, donc, de la communauté musulmane qui sont voilées et qui rencontrent énormément de difficultés, qu'on se le dise, dans leur vie, de tous les jours, comme trouver un travail. Et dans tes réseaux, je trouve que c'est très complémentaire parce que du coup, sur ton Instagram, par exemple, je vois souvent dans tes stories, vous donnez des astuces
pour trouver un travail avec le voile. Il y a cette entreprise-là qui accepte, celle-là qui cherche. Et je trouve que du coup, les deux sont très complémentaires. Oui, c'est vrai. En fait, à la base, on a créé Kawa parce que moi, je voulais aller au-delà des réseaux sociaux. J'aime beaucoup tout l'univers social des réseaux sociaux, mais j'aime aussi la réalité. Et c'est pour ça que Kawa, en fait, il vient carrément en complémentarité de mon compte Instagram, parce que vraiment, on crée un réseau, mais cette fois-ci qui est réel, qui est ancré dans la réalité. On se rencontre. C'est ça, on se rencontre réellement, et je trouve ça tellement beau. Mais vraiment, dans tous les événements qu'on a fait, on a vraiment tissé des liens uniques, on fait des activités uniques, on rigole, on s'entraide, et très souvent, les femmes qui viennent, elles ne se connaissent pas du tout. Oui. Et voir l'entraide et la bienveillance quand des personnes ne se connaissent pas, mais qu'elles s'aident quand même, bah honnêtement, ça fait trop plaisir. Enfin, ça fait du bien. Moi, à chaque fois que je termine un événement avec Kawa, je me sens hyper motivée, hyper boostée, parce que j'ai vécu soulever des montagnes. Mais c'est ça, parce que j'ai vécu des moments magnifiques. Ouais. Je pense par exemple à notre premier événement, on avait fait une randonnée. Et il y a une jeune femme, je pense que si elle nous écoute, elle se reconnaîtra, mais qui avait du mal à franchir une passerelle. C'est vrai que cette passerelle, c'est vrai que cette passerelle, elle était dans le vide, et il y a beaucoup de personnes qui ont cette peur du vide. Bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a plusieurs femmes qui étaient présentes à cet événement, qui l'ont entourée comme un petit cocon, et qui l'ont emmenée jusqu'à la fin. Et moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, la vérité, ça m'a mis les larmes aux yeux, parce qu'elles se connaissaient pas forcément, et elles l'ont protégée pour l'encourager à passer cette passerelle. Et je trouve que c'est plein de sens, parce que elle a traversé un chemin. Et on ça, est aidé par des femmes. C'est ça. Et toute seule, elle aurait pas pu le faire. Sûrement, elle aurait fait demi-tour. Mais ensemble, encore une fois, ça prouve qu'on peut aller beaucoup plus loin que seule. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est que certes, toute seule, on peut faire des choses, mais je pense que c'est essentiel et c'est hyper important de bien s'entourer pour aller encore plus loin. Exactement dans le même état d'esprit que le podcast que tu as sorti il y a quelques jours, Ose être toi. Et donc j'ai écouté par exemple le podcast avec une femme qui s'appelle Sarah, qui est entrepreneuse, qui a une agence de communication. Et je trouvais que c'était vraiment le même état d'esprit aussi que tu as dans le podcast. C'est vraiment découvrir la vie en fait d'autres femmes qui ont réussi à faire des choses, mais qui en fait sur leur parcours ont eu plein d'échecs et plein d'obstacles, et vraiment avoir un peu l'envers du décor pour encore une fois se motiver. Et c'est marrant parce que du coup pour ce podcast, donc Ose être toi que tu as fait, toi aussi ça a été un long chemin pour toi pour oser être toi-même, et je voulais savoir un peu comment tu as réussi à faire ce chemin, vraiment de te frayer ce chemin dans la société et de montrer vraiment ton vrai visage, ta vraie identité. Comment tu l'as vécu? C'est vrai que c'est difficile, surtout quand on traverse, on va dire, l'adolescence, parce qu'on essaye de se trouver. En plus, moi, j'ai une double culture, tu vois. Genre, je suis algérienne, mes parents sont tous les deux algériens, je suis née en France, mon père est né en France, ma mère est née en Algérie, donc j'ai vraiment cette double culture, en fait. Et déjà, me positionner entre ces deux cultures, ça a été compliqué, tu vois. Genre, me dire, alors, je fais quoi, comment je me comporte, etc. Et après, il y avait aussi tout ce qui est spiritualité, etc. Moi, ma mère, elle porte le voile. Et donc, j'ai toujours voulu porter le voile, mais ça a été compliqué au collège et au lycée parce que j'arrivais pas à assumer, en fait, mon identité et ma spiritualité. Et j'étais pas forcément prête pour ça. Et du coup, je pense que je me suis vraiment révélée, je me suis vraiment découverte quand j'ai décidé d'assumer, en fait, cette part de spiritualité qui était en moi, et que j'ai décidé de me présenter au monde avec le voile. Et parce que t'avais peur des moqueries, de ce qu'on allait te dire, de quoi t'avais peur plus de la société, je sais pas, du racisme, de quoi t'avais peur? Oui, je pense que c'est ça quand on est jeune. Je pense qu'on a peur du regard des autres un petit peu. J'avais peur du regard des autres, j'avais peur. Je sais, en plus, dans mon entourage, j'avais pas forcément, à part ma mère, il y avait pas forcément de femmes qui portaient le voile, tu vois. Donc j'avais un peu du mal avec ça. Mais au fond de moi, je savais que je voulais le porter parce que ça allait j'allais pouvoir être 100% moi-même, tu vois. Enfin, c'est drôle à dire parce que tu dois te dire, ouais, mais c'est juste un tissu, tu vois. Mais en réalité, c'est ce qui m'a vraiment permis d'être 100% moi-même parce que de m'affirmer. Et je pense que ça a marqué un tournant dans ma vie. Et depuis... C'est vrai que t'avais acquis beaucoup de confiance en toi à ce moment-là. Mais en fait, c'est exactement ça parce qu'avant, je manquais énormément de confiance en moi, tu vois. Et une fois que j'ai porté le voile, j'ai gagné en termes de confiance en moi, mais genre puissance 1000, parce que je me disais, voilà, Safa, t'as réussi à franchir un cap, t'as réussi à aller au-delà des jugements racistes, des jugements, peu importe les jugements,
t'es allé au-delà de tout ça. Donc maintenant, il y a aucune raison que tu n'aies pas confiance en toi. Ouais. Parce que t'as réussi à franchir un cap qui est quand même important. Pour quelque chose qui te tenait à cœur. Voilà, pour quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, je sentais que je pouvais tout faire, en fait. C'est marrant parce que ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on peut penser, justement, que comme t'es voilée, bah, en fait, tu fais rien, c'est ça. T'as pas confiance, enfin, je sais pas, genre, en mode t'es soumise et tout, alors que tu devrais entendre, en fait, beaucoup plus de témoignages pour que les gens comprennent plus, quoi. Mais c'est ça, en plus, depuis que je porte le voile, je me suis jamais dit que je pouvais pas faire telle chose parce que je porte le voile. Ouais. Je suis pas du tout comme ça, et j'encourage les femmes à ne pas penser qu'elles ont des choix restreints à cause de leur voile. Moi, je trouve que le voile, enfin, dans mon cas, c'est une manière enfin, je peux tout faire avec. Je me mets pas de barrière. Si je veux faire des vidéos YouTube, alors je fais des vidéos YouTube. Si je veux lancer des podcasts, je fais des podcasts. Si je veux travailler, bah je travaille, tu vois. Si je veux faire des études, je fais des études. Vraiment, je me mets absolument pas de barrière. T'as vraiment osé être toi, là, pour le coup. C'est ça. C'est pour ça que j'ai donné ce nom à ton podcast. À mon podcast, parce que ça me parlait vraiment. Ouais, on arrive à la partie aussi que je voulais vraiment aborder avec toi, donc sur le style, mais vraiment plus vestimentaire. La première chose que tu as fait en tant qu'auto-entrepreneuse, c'était la maison Chahiri, donc tu vendais, tu peux nous expliquer un peu du coup ce projet, tu l'expliqueras mieux que moi. Oui, bah en fait c'était il y a 2 ans, j'ai lancé un e-shop autour de la modest fashion, mais pas que. En fait je voulais créer une communauté bienveillante, qui s'aime et qui s'accepte autour de la modest fashion, et d'ailleurs le slogan de cet e-shop c'était « Ose être toi ». Ah, c'est fou comment on revient alors que c'était vraiment la première chose que tu as faite par toi-même, quoi. C'est ça, c'était « Ose être toi ». Et il y avait plusieurs petits slogans comme je suis belle, je suis forte, etc. Je voulais vraiment créer une communauté de femmes fortes, engagées autour de la mode et autour du vêtement. Et donc j'ai créé cet e-shop. Mais plus j'avançais dans la vie et moins moi-même je consommais en fast fashion, moi-même je consommais moins. Je trouvais plus de sens à cet e-shop, même si j'ai vraiment aimé mener ce projet, bien tu sûr. vois. Mais est-ce que tu peux juste nous expliquer quand même, parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse le terme modest fashion que tu as utilisé. Modest fashion, ça veut dire la mode modeste, tout simplement. Après, on donne au sens modeste celui qu'on veut. Par exemple, ça peut être modeste du point de vue de la définition de la modestie. Par exemple, s'habiller pour pas cher. Ça peut être modeste, définition pudique. Et moi, j'ai essayé d'allier les deux, parce que c'était les deux notions qui me parlaient. Et du coup, comment ça se fait que tu as commencé à consommer en seconde main? Ça t'est venu comment? En fait, moi, tout ce qui est seconde main, déjà, c'est quelque chose qui me parlait depuis toujours. J'ai jamais eu de tabou autour de ça, même quand j'étais plus jeune, au collège ou au lycée. Collège. Ouais. Avec le gilet de ton père et tout. Oui, voilà, j'aimais de notre famille. C'est ça, exactement. J'aimais bien récupérer des vêtements. J'aimais bien. En plus, moi, j'ai jamais été vraiment une shopping addict. Qu'on se le dise, genre vraiment pas. Bah, parce que comme je t'ai dit au début du podcast, on n'avait pas de place chez moi pour mettre des vêtements. Si je ramenais un vêtement en plus, ma mère, ça allait grave la fâcher. Genre, il y a pas de place dans mon placard. Donc, je me contentais de ce que j'avais. Donc, j'étais pas vraiment une shopping addict. Et voilà, j'aimais bien de temps en temps aller voir, faire du lèche-vitrine, regarder, etc. Mais j'achetais très très rarement. Et je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce qui est seconde main, parce que déjà j'y allais depuis toujours. Et je trouvais des pièces uniques qui faisaient que j'avais un style particulier et qui me correspondait à moi seulement. Et c'est comme ça que petit à petit j'ai décidé de populariser un peu cette notion de seconde main. Parce que c'est vrai que en général... c'est mal vu, la seconde main. Surtout avant, hein. Oui, maintenant ça va de mieux en mieux, mais avant c'était vraiment mal vu. En gros, ah mais tu portes quelque chose qui a déjà été porté, c'est bizarre, c'est sale. C'est pour les pauvres, ouais, c'est pour les pauvres, etc. Mais moi-même avant j'avais honte de le dire, parce que pour moi c'était normal. Enfin j'aimais bien, pour moi c'était un shopping drôle, tu vois, t'essayes de dénicher des petites choses. En plus moi j'avais de la chance parce que juste à côté de chez moi il y avait, juste en face de mon école arabe, il y avait un magasin de seconde main. Et du coup, à chaque fois que je terminais l'école arabe, j'y allais là-bas et j'achetais des petits sacs, des petits machins. Et donc, moi, ça a toujours été normal pour moi, mais c'est vrai que je voyais dans la société qu'elle n'était pas encore prête à ce nouveau mode de consommation. Clairement. Et donc, je sais pas vraiment en parler avant. Et donc, maintenant, je suis hyper contente que ça se popularise de plus en plus et que les gens osent de plus en plus y aller, dépasser leurs préjugés. Et puis qu'il y ait plein de friperies en mode sélection et tout, ça, quoi. Ouais, c'est ça, exactement ça. Si des personnes n'ont pas forcément le temps d'aller chiner en friperie,
au moins il y a des friperies qui ont des thèmes précis, vintage, rock'n'roll. Et après tu peux directement acheter ce que tu veux. Mais je suis vraiment contente que ce soit de plus en plus connu en fait. Et qu'on brise les tabous autour de ça, parce que pour moi c'est important. Ce shopping-là est très différent qu'un shopping que tu fais chez Zara, etc. Parce qu'il y a vraiment aussi cette notion donc écologique, que tu réutilises un vêtement qui existe déjà et qui n'a pas besoin d'être reproduit. Mais aussi, quand tu vas chiner dans des associations, tu reverses aussi une partie de ton argent pour l'action sociale. Exactement, et c'est ce que j'aime en particulier dans les friperies solidaires, c'est que tu contribues à faire vivre des associations et en achetant un vêtement en fait tu fais une bonne action et que demander de plus en fait tu fais un shopping et en même temps tu participes à un écosystème qui est positif en fait. C'est exactement ce qu'essaie de faire Norman avec Imi Vintage quoi en fait, c'est vraiment oui, et c'est vrai que c'est un concept hyper intéressant et je trouve que c'est hyper important de participer à ce genre d'initiative. Donc la fast fashion en vrai tu l'as un peu enlevé de ta vie quoi. Ah ouais mais carrément, genre vraiment carrément. Je consomme très 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 rarement, voire même jamais en fast fashion. Après ouais, comme je t'ai dit, j'ai jamais été une shopping addict, mais c'est vrai que parfois j'ai acheté chez Mango, tu vois, quand il y avait une pièce qui me plaisait bien. Mais j'ai toujours été dans cette réflexion. J'ai jamais acheté sans réfléchir et de manière impulsive. J'ai toujours été dans la réflexion, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que je vais le mettre régulièrement? Est-ce que c'est un vêtement qui va durer dans le temps? J'ai toujours eu cette réflexion, mais c'est vrai que je me disais c'est pas grave, je vais acheter en fast fashion. Mais plus j'avance et plus je me dis, avec tout ce qu'on voit, par exemple, je pense aux Ouïghours, que c'est impensable pour moi d'acheter en fast fashion. C'est pas tant de consommer qui est problématique, parce que si t'as besoin absolument d'un jean que tu n'en trouves pas du tout en friperie parce que tu as essayé de voir, tu vois là, tu vas pas... si t'as pas trop d'autres alternatives, bah ok, tu vas en fast fashion, mais le problème c'est de surconsommer. Nous on est clairement dans la surconsommation. On n'a pas besoin de 20 jeans pour vivre, tu vois. Un jean avec des froufrous, un jean avec des déchirures, un jean avec des machins, des taches de javel. On n'a pas besoin de tout ça, tu vois. Et moi c'est ça que je cherche à dénoncer. C'est vraiment la surconsommation que je trouve difficile. C'est vrai que les Ouïghours ont ouvert un peu les yeux, mais je trouve que c'est pas suffisant parce que je vois sur les réseaux sociaux, ça met des photos de profil bleu, mais derrière ça fait des hauls Zara. Et tu vois, je me dis que ça manque de cohérence en fait, parce que tu peux pas dénoncer sans en faisant des hauls après. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. Ouais, non, mais c'est vrai que de toute façon, ça c'est des choses qui vont prendre, il y a des évolutions petit à petit, mais c'est pas des choses, voilà, ça va pas se faire en un clic, quoi. Mais c'est intéressant de voir ton point de vue, et c'est vrai que j'aime bien les vidéos que tu fais sur les friperies, les lookbooks, un peu, parce qu'en plus, tu fais des tenues très stylées, quoi. On peut se dire, ouais, mais même moi, tu vois, par exemple, des fois, je suis trop bien sapée, franchement, qu'on se le dise. Genre, j'ai vraiment un style incroyable. Franchement, j'avoue. Et quand je fais une tenue de ouf, et des fois, les gens, ils sont en mode, ouais, t'as acheté ça où et tout, et je leur dis, donc, dans quel friperie, pour quel prix, qui normalement est beaucoup moins cher que dans les autres boutiques, ils sont choqués, des fois, ils ne me croient pas. Ils sont vraiment en mode, mais t'es sérieuse et tout, et genre, comment t'as fait pour trouver cette belle robe? Moi, je trouve pas. Et je dis toujours, mais si tu trouves pas, par exemple, t'es pas obligé d'aller à Emmaüs, te retrouver dans un grand hangar et de perdre ton temps. Il y en a qui aiment pas, chercher pendant longtemps, mais tu peux trouver des friperies, plein de friperies en ligne qui font des sélections par rapport à un style et tout, et tu peux te retrouver dans ce mood-là, et donc c'est plus facile pour toi de sélectionner, quoi. Exactement. Donc il y a toujours des solutions, en fait. Il y a toujours des solutions. Ah ouais, c'est vrai. Et si t'as pas forcément envie de te déplacer, on sait que tout ce qui est... En plus, on est en plein confinement, on va dire. Tout ce qui est shopping en ligne, c'est hyper popularisé. Bah oui. Maintenant, on a Vinted. C'est vrai que, bon, Vinted est parfois problématique parce que ça encourage aussi la surconsommation, la fast fashion, parce que les gens, ils vont acheter en fast fashion et ils vont se dire, bon, si ça me va pas, c'est pas grave, je vendrai sur Vinted, tu vois. Et c'est vrai que ça, c'est problématique. Mais si on a du mal à aller directement de manière présente dans les friperies ou à Emmaüs, on peut chercher sur Vinted et il y a plein de choses sur Vinted. Il y a plein de choses. Vraiment plein de choses. Et si on a plus un style qui se rapproche de la fast fashion, Vinted, c'est la fast fashion, en fait. Donc, il n'y a pas de souci, on va tout trouver. Mais vraiment, on va tout trouver. Il suffit de mettre un mot-clé, des filtres, et tu trouves exactement tout ce dont tu as besoin. Non, mais du coup, petit à petit, on évoluera vers l'essentiel, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Et en tout cas, je suis vraiment contente de tous les sujets qu'on a abordés.
que ce soit vraiment là tout le début, un peu plus théorique, plus concret là dans ta vie de tous les jours et dans ta consommation et ton style, que du coup j'incite vraiment les gens à aller découvrir sur tes réseaux sociaux. Et donc je vais te poser donc la dernière question. Et donc c'est la question finale un peu pour ce podcast. Et alors tu sais, donc Imi Vintage, donc c'est la friperie solidaire en ligne pour laquelle on fait ce podcast. Et Imi, c'est un terme japonais qui signifie le sens des choses. Donc ça signifie en gros l'essentiel. Et je voulais savoir quel est l'essentiel pour toi, Safa. C'est une bonne question. Dans quel point de vue? En général, vraiment, l'essentiel pour toi, qu'est-ce que ça t'évoque? Vraiment, l'essentiel pour moi, c'est Dieu. Genre vraiment, pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel parce que c'est ça qui dirige vraiment toute ma vie. Toute ta vie, ouais. Et qui me permet d'être qui je suis et qui me permet de vivre comme j'ai envie, tu vois. Vraiment, l'essentiel pour moi, c'est la spiritualité, en fait. Super. Parce que ça façonne la personne qui je suis. Enfin, voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Safa. De rien, merci à toi. J'ai été hyper contente de participer à ton podcast, en tout cas. Merci à Safa d'être venue parler de l'essentiel avec moi. Merci à toi de nous avoir écoutés. Continue de faire vivre l'esprit d'Imi en partageant et écris-nous sur Instagram Imi Vintage pour nous donner ton avis. On se retrouve bientôt. Ah oui, n'oublie pas, contrairement à nous, les vêtements ont plusieurs vies. Viens les découvrir sur imivintage.com. Bisous bisous.